Спасибо. Но я, наверное, уже перейду на французский. Oui, ok. Da. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des roulettes. D'accord, donc je vais pas m'appuyer. Donc, je vais commencer par me présenter, puisque manifestement, enfin, nous ne nous connaissons pas, juste quelques personnes, quelques visages connus. Je suis effectivement juriste, je n'enseigne pas le français. J'enseigne le droit. J'enseigne le droit depuis une vingtaine d'années à peu près, dans l'université française, ensuite dans les pays baltes et ensuite en Russie. C'était intéressant parce que justement, l'enseignement du français, du droit en plusieurs langues, en français, en russe, avec des élèves qui venaient en fait de pays différents, de cultures différentes, à des moments aussi différents. Ça m'a permis en fait de développer, on va dire, une certaine réflexion sur l'enseignement en soi, comme relation personnelle, humaine, entre des êtres humains. Ce qui me semble être le fondement en fait de l'enseignement, c'est ce caractère profondément humain de la relation qu'il doit y avoir entre un maître et des élèves. Et quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, il me semble extrêmement important de revenir à cette notion de maître et de sortir de cette conception managériale, technique de l'enseignement, vers laquelle malheureusement, avec, sous l'influence du processus de Bologne, nous dirigeons partout, que ce soit en France et malheureusement aussi en Russie. Ensuite, je me suis installée en Russie, tout d'abord pour faire mes recherches, et puis finalement je me suis mariée, et j'y suis restée. Donc, ce qui était intéressant aussi, c'est de passer de l'enseignement du droit, du français, pour les quelques francophones de l'Université d'État de Moscou, à l'enseignement de ces matières en russe, avec toutes mes fautes de grammaire et avec l'accent. Et ce qui était surprenant pour moi, finalement, c'est que le changement de langue a entraîné également un changement de la manière d'enseigner. Déjà parce que le fait d'enseigner dans une autre langue que dans sa langue maternelle, on est obligé de repenser certains référents culturels. Vous n'allez pas faire les mêmes références aux mêmes ouvrages, vous n'allez pas faire les mêmes références aux mêmes films. Et instinctivement, quand vous enseignez dans votre langue maternelle, vous oubliez que le public en face de vous n'a pas la même langue maternelle. Donc, vous reproduisez le même schéma d'image et de rapport. Ensuite, vous allez petit à petit aussi réintroduire et vous réapproprier justement les référents culturels de la langue dans laquelle vous parlez. Et je sais que j'adore le cinéma soviétique, donc ça a été l'occasion justement d'essayer de réintroduire pour essayer de faire comprendre certaines choses aux étudiants avec certaines images, certains rapports qui venaient des films soviétiques. Et c'est là où on arrive en fait au troisième stade, où on se rend compte que finalement avec le temps, les référents culturels changent aussi pour le public, indépendamment de la langue. Et on en arrive à avoir un ensemble de référents culturels complètement globalisés, qui sont sortis de leur culture nationale. Et ils vont beaucoup mieux connaître le dernier feuilleton complètement débile qui sort sur Netflix. En revanche, ils ne se souviendront pas du tout des classiques soviétiques. Et là, on arrive à cette idée, ou plutôt cette illustration du conflit de civilisation, puisque la manière dont j'avais proposé le titre de cette conférence aujourd'hui, c'était l'enseignement du français en période de conflit de civilisation. Les civilisations ont toujours évolué. Il y a toujours eu
des conflits entre différentes périodes. Donc en soi, le fait qu'il y ait actuellement un conflit entre différentes conceptions du monde, puisque une civilisation porte une certaine vision du monde, en soi c'est normal. Je veux dire que ça fait partie de la nature des choses. Le conflit fait partie de la société. Il fait même partie de la nature humaine, comme nous pouvons le voir assez souvent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le conflit aujourd'hui a changé de nature. Avant, nous avions plutôt des conflits entre différentes cultures ou civilisations qui avaient un ancrage national. Aujourd'hui, le conflit a changé de niveau, puisque culturellement, l'on voit une volonté d'imposer une espèce de magma. Pour les gens, par exemple, qui, comme moi, petits, ont regardé les dessins animés et l'équivalent de Bonne Nuit les Petits, il y avait une espèce de gros nounours orange qui mangeait du bloubi-boulga. Et c'est un espèce de mélange absolument infect et indigeste, en parlant des référents culturels, justement. Et cette espèce de culture globalisée que l'on veut nous faire avaler actuellement ressemble un peu à ce bloubi-boulga, qui est une espèce de mélange de salé, de sucré, de consistance, de liquide, de gras, un petit peu de tout. Et c'est un petit peu ce qui a fait cette culture globalisée, c'est qu'on a pris un petit peu de partout pour finalement faire du rien. Et c'est cette culture, ou plutôt cette non-culture, ça on va voir, qui aujourd'hui est en conflit contre les cultures nationales. Et c'est en ce sens-là que le paradigme du conflit a changé actuellement. Et c'est pour ça aussi que ces conflits passent à l'intérieur de chaque société. Ce n'est pas au niveau des conflits de civilisation, des conflits entre les pays. Ce sont des conflits contre les pays. Et ce conflit passe à l'intérieur de chaque société. C'est le premier aspect qui me semblait important. Et quel est le rapport, me direz-vous, avec l'enseignement du français là-dedans? Tout d'abord, à la fois l'enseignement et ensuite le français. Le français comme langue. Une langue porte une culture. Une langue porte une certaine vision du monde, renvoie à une certaine histoire. On espère à un certain avenir. Et la manière dont il sera enseigné n'est pas neutre. Puisque la manière dont vous allez enseigner le français, je vous dirais, vous allez enseigner quel français? Le français du 19e ou le français des réseaux sociaux aujourd'hui? Ensuite, le conflit portera donc non seulement sur, dans ce cas-là, la matière de ce qui va être enseigné, mais également sur la manière dont vous allez l'enseigner. Est-ce que vous allez enseigner de manière traditionnelle, c'est-à-dire en gardant ce rapport humain entre les individus? Ou bien, est-ce que l'on va avoir une approche beaucoup plus technologisée de l'enseignement, avec les présentations, avec l'enseignement à distance, comme on a pu l'avoir à un certain moment donné? Est-ce que c'est encore réellement de l'enseignement? Tous ces éléments sont importants. Aucun de ces éléments n'est neutre. À chaque fois, il y a un choix. À chaque fois, chaque enseignant, chaque personne fait le choix de la manière dont il va enseigner et de ce qu'il va enseigner. Donc, je vous propose de regarder ces différents aspects. En principe, ça serait bien si j'arrivais à boucler ça en 1 heure, ce qui nous permettrait de garder, parce qu'il est déjà 7h15, on va dire une petite demi-heure en tout cas de discussion pour justement essayer de développer un petit peu cet échange. Donc, premier aspect que je voulais développer avec vous, c'était, puisqu'on parle des conflits de civilisation, de quelle civilisation parlons-nous? Aujourd'hui,
la culture qui est portée par la langue française renvoie à différents éléments contradictoires les uns avec les autres, parfaitement incompatibles les uns avec les autres. Donc on en revient à la question du fond, et on enseigne quoi? Si l'on s'arrête à la question de la culture classique française et la langue, j'y passerai après, pour l'instant on va s'arrêter à la culture classique française, elle est quand même largement mise à mal depuis un certain nombre d'années, sous l'effet de deux mouvements. L'on connaît ce mouvement de la cancel culture, c'est-à-dire de la destruction de la culture, qui est un mouvement anti-civilisationnel, et le mouvement woke, qui est un mouvement de revendication, donc d'activisme, qui est aussi, mais pour d'autres raisons, un mouvement anti-civilisationnel. Pourquoi, a priori, je qualifie déjà ces éléments de mouvement anti-civilisationnel? Dans la théorie, l'on considère qu'il y a civilisation à partir du moment où il y a non seulement un certain nombre d'éléments positifs de contenu, mais où il y a également certaines règles qui sont imposées afin de respecter ces contenus, et toute entrave à ces règles entraîne une sanction. Pour ça, je vous en renvoie à Freud sur le déclin des civilisations. Or, que voyons-nous avec ces mouvements de cancel culture et de woke? C'est justement la négation de l'entrave. Donc, c'est la négation du chemin sur lequel vous pouvez vous développer pour construire et faire partie de cette civilisation, pour enrichir cette civilisation. Ce qui également rend impossible le développement d'une civilisation en tant que telle actuellement, c'est la poussée de l'individualisme. La civilisation suppose le holisme, c'est-à-dire la prise en compte de la société dans son ensemble et la considération que chaque élément, chaque personne fait partie de cette société, fait partie de cette civilisation. La civilisation dans laquelle vit un individu influe sur lui, comme lui va l'influencer. Actuellement, chaque personne est sa petite civilisation, son petit monde. Il n'y a donc plus ce rapport entre les individus qui permet cette émulation générale et cette constitution. Cela rompt non seulement les rapports horizontaux avec les autres personnes qui vivent en même temps que vous, mais cela rompt également le rapport temporel avec ceux qui ont vécu avant vous. Donc se pose le problème de la transmission, et horizontalement et historiquement. Concrètement, comment se manifestent aujourd'hui ces éléments? Et là, on en revient au professeur concrètement qui va devoir faire un choix. Il y a plusieurs manifestations. Par exemple, la réécriture des classiques. C'est compliqué. La langue est trop compliquée. On va simplifier. Il y a eu notamment un mouvement qui avait été lancé en Pologne par des professeurs de français langue étrangère qui avaient trouvé que Molière, quand même, vraiment, c'est pas possible. C'est vraiment trop difficile. Si on pouvait simplifier un petit peu, partout, ça serait beaucoup plus facile pour l'enseigner. Certainement. Seulement, ça serait plus Molière. Donc, il serait possible d'enseigner des pièces plus contemporaines, beaucoup plus faciles, mais ça ne sera pas Molière. Il y a un autre mouvement qui est celui de la question des versions abrégées des ouvrages classiques. Parce que il n'y a pas qu'en Russie où on aime à faire des ouvrages à 50 tomes. En France aussi, nous avons eu cette époque-là. Et finalement, à l'époque où tout doit être utilitaire, à quoi ça nous sert, par exemple, dans Notre-Dame de Paris, d'avoir tout un chapitre de survol de Paris? Ça fait rêver. C'est pas utile, mais ça fait rêver. De la même manière, vous avez énormément de descriptions dans d'autres classiques sur la psychologie des personnages parfois, sur les environnements où vont se dérouler les scènes. Il faut comprendre simplement qu'à l'époque où on consomme essentiellement du détective,
ou de la science-fiction, où c'est quand même assez simple, vous avez le héros, il fait quelque chose, il y a un but. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un but, parce que tout doit être absolument finalisé. Effectivement, quand vous avez une description de Paris sur 50, 60 pages à peu près, ça dépend des éditions, vous avez peut-être l'impression de partir un petit peu loin du but. Ou alors, je me souviens aussi, j'aime beaucoup dans Victor Hugo, dans L'Homme qui rit, tout ce chapitre qui nous expliquait en fait tous les lords anglais. Je vous avouerai qu'à un moment donné, je me suis un peu perdue quand même dans la complexité de la généalogie historique britannique, mais c'était intéressant. Donc là, la question qui va se poser pour l'enseignant, c'est est-ce que je vais me contenter pour l'élève de lui laisser prendre la version réduite, utilitariste, en 50 pages de L'Homme qui rit, il a débarqué, il a perdu ses parents, on lui a fait l'opération, il est prince, tout va bien. Bon, finalement, on peut en faire une bande dessinée en 5 pages. Ou est-ce que je vais demander à l'élève de faire des efforts ? Parce que l'effort fait partie de l'enseignement. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. L'enseignement, c'est pas ludique. Je sais pas vous, moi, quand j'allais à l'école, franchement, je m'amusais pas. Et je vous avouerai sincèrement, c'est rien contre mes enseignants et mes professeurs, mais j'étais extrêmement contente quand ça a terminé. Ça veut pas dire que ça ne soit pas nécessaire. Ça veut pas dire, si on va transformer les cours en jeux de rôle, ça sera mieux. Peut-être que sur le moment, les élèves seront contents. Sur le moment, parce que ce sont des enfants, parce qu'ils ne réalisent pas, parce que si c'est plus facile, c'est quand même plus sympa. Mais après, quand ils vont devoir travailler, quel bagage ils vont avoir ? Est-ce qu'ils auront la culture de l'effort ? Ou finalement, à un moment donné, confrontés à la réalité de la vie, ils vont se retrouver désarmés. Quelle vision du monde ils auront à ce moment-là ? Est-ce que ça va être la vision simplifiée, un petit peu du jeu de rôle, vous savez, le prince, la princesse, je casse la porte, je récupère le trésor, au passage je récupère la princesse et après je repars. Ou est-ce que ça va permettre de développer une vision beaucoup plus complexe du monde ? Vision donc beaucoup plus complexe aussi des rapports humains. Lorsque l'on voit tous ces mouvements actuellement qui font partie de cette culture woke, qui conduisent à focaliser l'attention sur la faiblesse des individus, sur leurs différences, est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que ces individus ont été en quelque sorte privés de leur complexité dès l'enfance, dès l'école ? Parce qu'à l'école, il a fallu les amuser, parce qu'il a fallu que tout soit toujours ludique. Parce que, mais non, mon chéri, tu ne vas pas faire d'efforts. Mais on va arrêter les devoirs à l'école. Et puis finalement, les notes, ça ne sert à rien, parce que pour petit choupinet, si jamais il va avoir 2 et pas 5, dans ce cas-là, il va être triste. Mais c'est important, des fois, d'avoir 2. Pour ensuite se relever et avoir 5. Parce qu'il vaut mieux tomber quand on a 5 ans que tomber quand on a 25 ans. C'est beaucoup moins mal. On tombe de plus bas. Et on arrive en fait à la production d'une société extrêmement faible et d'individus extrêmement faibles. Parce qu'ils ne sont pas passés par le stade de l'école, finalement. Parce que l'école n'a pas rempli son devoir. Et là, ça dépend un petit peu de nous aussi. C'est à nous à forcer les élèves, les étudiants, nos enfants aussi, à faire forcément, pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Oui, à prendre le livre et à le lire jusqu'au bout, même si des fois ça ne plaît pas. Parce que ça ne plaît pas toujours. On préférera certains auteurs à d'autres, c'est normal. Mais de toute façon, il faut savoir lire aussi ce qui ne plaît pas. A priori. Ensuite, il faut savoir réfléchir. Pourquoi ça ne nous plaît pas ? Qu'est-ce qui nous dérange ? C'est le style, c'est l'histoire. Il y a quelque chose dedans qui nous déplaît. Ou est-ce que simplement on est fatigué ? Et ça, c'est important, tout ce processus aussi d'accompagnement dans la lecture. Petit à petit, on va se déplacer vers la question de la langue parce que la question de la lecture et de la civilisation, c'est la question de la langue. Soit vous avez une langue suffisamment riche qui va vous permettre de saisir les classiques, soit vous vous arrêtez à pouvoir poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que lorsque l'on voit l'évolution de la littérature actuellement,
elle commence, la littérature contemporaine, à ressembler de plus en plus à ce que l'on peut poster sur les réseaux sociaux. Que ce soit au niveau de la complexité de l'histoire, que ce soit au niveau du champ lexical. Mais indépendamment de ça, l'on voit certaines évolutions, je dirais même institutionnelles, accompagner tout ce processus. Notamment, j'aime beaucoup en France, c'est avec humour, j'aime beaucoup, les ouvrages expliqués. Autrement dit, vous lisez le texte et on vous explique, ensuite de pas, surtout comment vous devez le comprendre. J'ai absolument par erreur, parce que vivant en Russie, je commandais à distance pour ma fille La ferme aux animaux. Et j'ai pas fait attention que c'était en fait un ouvrage commenté. Heureusement que j'ai regardé avant de lui transmettre, parce que finalement, je ne lui ai pas donné le livre à lire, en tout cas dans cette version-là. Là, le commentaire était purement idéologique. Donc, là aussi, se pose la question derrière du livre comme objet. Lorsque l'on va le donner à lire, est-ce qu'on va laisser la possibilité au lecteur, quel que soit son âge, de l'interpréter, de le faire passer à travers lui et de le comprendre comme il le comprend? Peut-être mal, certainement mal. De toute façon, personne ne comprendra le livre comme l'auteur. Ou alors, on va lui imposer une certaine vision rigide pour que, surtout, il ne se trompe pas. Parce que c'est fondamental de ne pas se tromper idéologiquement. Le tout s'accompagne donc tout ce mécanisme en fait de simplification et on va dire d'évidement de la culture, c'est-à-dire du fait de vider, d'enlever la substance, s'accompagne de certaines tentatives de simplification de l'orthographe. Parce que tout doit être simple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu certains sondages qui ont été faits, là j'ai plus les chiffres en tête. Les Français, heureusement, sont majoritairement rébarbataires, refusent cette simplification de l'orthographe. Ils veulent garder leur petit i dans oignon. C'est important le i dans oignon. Essayez, quand vous êtes parent et pas professeur de français, d'expliquer à votre fille pourquoi le son O peut s'écrire O-A-U, E-A-U, A-A-U-T. On peut rajouter des X, on peut rajouter des S, c'est toujours O. Expliquez-lui aussi pourquoi c'est une armoire et un buffet. Il n'y a aucune explication. Il faut le savoir. Et ça fait partie de la culture. Et ça entraîne une certaine vision du monde dans lequel vous vivez. Voilà, c'est retenu. Donc, pourquoi? Parce que cela vous oblige à considérer que les choses ne sont pas binaires. Que vous n'aurez pas que, a priori, deux voies. La complexité de la langue vous conduit vers la complexité du monde. Et cette complexité vous enrichit vous-même. Parce que dans ce cas-là, vous êtes prêt aussi, personnellement, à affronter cette complexité. Donc vous êtes prêt à faire des choix et à vous investir dedans, ou pas. Parce qu'on vous aura expliqué que c'est ou l'un ou l'autre. Point. 0, 1. C'est ça exactement ce monde managérial dans lequel on veut nous conduire. C'est ce monde binaire. Blanc, noir, bien, mal. Il n'y a aucune nuance. Il ne peut pas y avoir de nuance. Parce que la nuance oblige la réflexion, oblige de prendre position rationnellement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce processus de simplification ne s'accompagne pas d'une augmentation des résultats scolaires. J'ai pris un exemple qui a été publié en 2023. Je trouve ça absolument terrible. Au niveau de l'évolution des élèves sur le plan de l'orthographe en France. Il y a eu une étude qui est régulièrement publiée par le ministère de l'Éducation nationale
et qui est menée depuis 1987. Je vous lis. Depuis 1987, les élèves de CM2 de 4 générations différentes ont pu écrire la même dictée. Et à chaque fois, le nombre de fautes a augmenté. En 1987, ils faisaient en moyenne une dizaine d'erreurs. En 2007, ils en faisaient à peu près 14. En 2015, ils en faisaient 18. En 2021, ils en faisaient presque 20. Ce qui veut dire qu'entre 1987 et 2021, le nombre d'erreurs a doublé. Je voudrais juste vous lire rapidement le texte de la dictée. Il est extrêmement petit pour ensuite voir où sont les erreurs. Parce que c'est ce qui est inquiétant, c'est de voir où sont les erreurs. Je vous lis le texte. Le soir tombé, papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs 4 garçons n'étaient pas rentrés. Les gamins se sont certainement perdus, dit maman. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. Pourquoi ne pas téléphoner à Martine? Elle les a peut-être vus. Aussitôt dit, aussitôt fait. À ce moment, le chien se mit à aboyer. Le niveau est assez simple. Il n'y a quand même rien de très exceptionnel. On arrive quand même à faire une vingtaine d'erreurs là-dessus. Où sont les erreurs? L'on apprend quand même dans le rapport que certains mots sont à peu près maîtrisés. Quel mot? Soir. Maison, c'est compliqué. Chien, encore mieux. Les mots comme nous, les, ne ou pas, attendez, sont orthographiés correctement par 90% des enfants. C'est-à-dire qu'il y a 10% des enfants qui ne savent pas écrire nous, les, pas ou ne. En revanche, les adverbes aussitôt, cependant et peut-être posent des problèmes déjà pour la moitié des élèves. Ensuite, mais le problème est surtout grammatical. À peine 43% des écoliers écrivent le verbe correctement dans la phrase « Papa et maman se demandaient ». Et le pourcentage chute à 37%, donc un tiers à peu près d'élèves qui savent écrire « Nous les verrons ». 3 élèves sur 4 ne parviennent pas à accorder inquiet avec papa et maman. Donc, la simplification et de la langue et des connaissances et du programme ne conduit pas à une amélioration de l'élève. L'élève n'aura pas de meilleures notes. Parce que moins vous demandez à quelqu'un de faire d'efforts, moins il va en faire. Moins vous attendez de lui, et moins vous en obtiendrez. Parce que pour lui, la norme, petit à petit, baisse. Donc ça, c'est un exemple flagrant du fait que simplifier les programmes scolaires, simplifier ce que l'on attend des élèves, ça n'est pas leur rendre service. C'est au contraire produire une génération, excusez-moi, de débiles. Juste un exemple. Et malheureusement, ça ne concerne pas que la France. Je vais vous donner un exemple. À MGU, dans notre fac de droit, cette année, nous avons eu en première année, donc des gens qui sortent de l'école, 78% des étudiants qui n'ont pas pu donner la première fois la première session. C'est du jamais vu. Il y a une dizaine d'années de cela, on était à un tiers. C'était toujours à peu près ça. Il y a une énorme chute après le Covid. Et maintenant, on commence à récupérer une génération qui est produite par les effets du processus de Bologne. Comment on travaille avec eux? Je ne sais pas. Les gamins, ils arrivent, ils se sauvent en courant quand ils doivent répondre, parce qu'ils ont peur du contact humain avec le professeur. Parce que quand vous partez yéguer, vous êtes face à un ordinateur auquel vous racontez votre petit texte en français. C'est quoi l'intérêt? La question de savoir, c'est on forme qui? Et on les forme pourquoi? Pour qu'ils puissent ensuite parler à un programme? Et la vie est un peu plus compliquée que ça quand même, normalement. Et le problème, c'est qu'ils sont confrontés dès la première année de fac à la complication de la vie. On peut faire le choix que d'autres ont fait. Par exemple, j'étais à une conférence il n'y a pas très longtemps sur la question du journalisme. Et c'était MGU aussi. Non, c'était pas MGU, pardon, c'était RGGU, qui nous expliquait que comme c'était quand même trop compliqué de leur faire faire
pour des étudiants en journalisme un mémoire à la fin du cours parce qu'il faut qu'ils écrivent. C'est compliqué d'écrire quand même pour des journalistes. Donc, ils font des projets individuels. Donc, ils filment des trucs, ils envoient, savoir si en fait ils peuvent monter une petite auto-entreprise comme ça derrière. Bon, ça explique peut-être le niveau du journalisme aussi derrière. Donc, on arrive en général à cette situation d'une fausse simplification qui entraîne finalement derrière une dégradation. Et passons au deuxième aspect qui est donc celui de la langue française. Donc, quelle civilisation, quelle culture et quelle langue enseigner maintenant? Parce que le problème de ces évolutions civilisationnelles globalisantes concerne très très concrètement et quelle langue vous allez enseigner. Est-ce que vous allez rentrer dans l'enseignement la question de l'écriture inclusive? Vous savez, ce truc absolument illisible. Vous avez plein de points, plein de lettres derrière pour que surtout personne ne se sente rejeté, abandonné. Il n'est pas besoin d'aller faire un tour chez le psychologue. Est-ce que vous allez intégrer toutes les réformes de l'orthographe? Et quand il y a le choix entre, gardons notre petit oignon, entre une écriture d'oignon ou l'autre écriture d'oignon, qu'est-ce que vous allez enseigner à l'élève? Chaque mot est important, chaque choix est important. Et à chaque fois, en fait, il y a un choix idéologique qui est fait par l'enseignant. Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas rester neutre dans ce contexte-là. Parce que c'est un rapport humain entre deux personnes. Et quel monde vous allez lui apporter? Un monde complexe ou un monde simplifié? Ensuite, les exercices sont également extrêmement symptomatiques de l'ambiance idéologique. Ma fille est à l'école française à Moscou, par exemple. Elle a pris le français en première langue parce qu'il me semble qu'au-delà du fait qu'elle va le parler à la maison, elle a besoin de l'apprendre de façon systématique et j'ai pas la patience. Ensuite, elle a pris l'anglais en deuxième langue. Et finalement, elle préfère le français, ce qui est une très bonne chose. Mais bon, la question n'est pas là. La question est de savoir, et quels exercices? Je suis extrêmement surprise par le degré idéologique du contenu des exercices de français en Russie. Je ne sais pas qui les fait, mais ça serait intéressant quand même de rechercher un petit peu. Parce que vous ne trouvez à 80% que des questions liées à l'écologie. C'est original. Ensuite, vous avez droit quand même au culte numérique. Notamment, vous allez faire vos courses. Qu'est-ce que vous préférez? Les faire en ligne ou aller vous déplacer au magasin? Quand ma fille me raconte ça, elle m'a dit, j'ai regardé la tête de mon professeur, je lui ai dit que j'allais les faire en ligne. Elle était contente. Voilà, c'était la bonne réponse. Ensuite, on a le droit quand même à un petit peu, mais pas trop, du culte féministe, mais en petite dose, parce que là, quand même, heureusement, il y a encore la barrière infranchissable du LGBT qui, pour l'instant, protège. C'est la dernière barrière. Toutes les autres ont déjà sauté, quand même. Donc, et là, on en arrive à nouveau à la question. Et quelle civilisation on porte avec ces exercices? Bon, ok, quand on est dans les années 90 avec tout va très bien, on fait le grand saut vers l'Occident, vers le libéralisme, etc., etc., etc. Soit. Quand on nous parle de déglobalisation, on pourrait peut-être commencer par regarder les exercices, non? Il n'y a pas d'autres questions qui pourraient être intéressantes. Pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas mettre des extraits de textes de littérature française, en français, au lieu de nous ressortir les espèces de trucs sur l'écologie, là? Ça serait quand même plus intéressant. Ce serait plus intéressant et au niveau du champ lexical. Ça serait beaucoup plus intéressant et au niveau du traitement de la question du développement psychologique de l'enfant. Je ne parle même pas de son développement culturel. Et dernier élément qui est au niveau de la question de quelle langue enseigner.
Justement, au niveau du choix des textes, les choix des textes, d'accord, doivent être faits en fonction du niveau de l'élève, certes. Mais il serait peut-être intéressant aussi, lorsque l'on enseigne une langue, de l'accompagner avec l'enseignement du pays qui va autour, entre guillemets. Ce qui se faisait d'ailleurs avant dans les écoles spécialisées en français en Russie. Ce qui malheureusement se perd parce qu'il y a une année ou deux où il y a des cours qui accompagnent l'enseignement du français qui sont plus liés à la civilisation. Pour le reste, ça reste essentiellement grammatical, orthographe, technique. Maintenant, on apprend comment on doit répondre en 2 minutes 30 pour yéguer. Attention, pas trop court, faut parler moins vite. C'est fondamental quand même, je comprends. Parce que sinon, la machine, elle ne va pas comprendre ce que vous lui dites. Sauf que si vous aviez un être humain en face de vous, il aurait peut-être pu vous poser des questions, vous auriez pu répondre, ça aurait pu évoluer. Non. Et là, on en arrive à ce qu'on disait avant, donc je repasserai rapidement, sur la question du choix au niveau, si l'on enseigne un petit peu la culture, qui accompagne, le pays qui accompagne, et quel pays accompagne. Et là aussi, la question se pose de l'enseignant. Il porte, entre guillemets, quelle France, l'enseignant de français? Est-ce qu'il n'est pas ce gardien des traditions qui va permettre de faire ce lien entre les époques et d'assurer le saut quand on va espérer quand même, à un moment donné, ils vont sortir du brouillard. Pour qu'il reste cette base culturelle qui va permettre d'assurer la transmission des connaissances, la transmission de la culture, ce qui finalement préserve la culture française aussi. Et il me semble que c'est à la fois le rôle et des parents et des enseignants de français et des amoureux de la France, d'essayer de protéger cette France qui est en train de disparaître actuellement sous nos yeux, parce que ce qui se passe, ça n'a pas grand-chose à voir avec la France quand même depuis un certain nombre d'années, mais c'est ce qui est actuellement. Et est-ce que c'est la peine de transmettre cette chose étrange qui ne ressemble pas beaucoup à la France aux élèves? Ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas à leur transmettre peut-être cette image un peu, on va dire, décalée de la France, évanescente un petit peu, mais qui est beaucoup plus riche et qui permet de rassembler les gens au lieu de les diviser. Et nous en arrivons finalement, oui, je vais peut-être y arriver quand même à le faire à l'heure. Et nous en arrivons en fait au dernier élément, puisque la question du conflit de civilisation, ça n'est pas seulement de savoir quelle civilisation, ça n'est pas seulement de savoir quelle langue française concrètement on enseigne, mais c'est aussi de savoir comment on enseigne. Parce que finalement, vous pouvez avoir d'excellents ouvrages, vous pouvez avoir de très bons exercices, mais si on n'arrive pas à faire passer le message, c'est perdu. Ce qui est important, donc, dans l'enseignement, comme vous le savez, c'est justement de préserver, de renforcer cette transmission, ce lien entre le maître et l'élève. L'enseignement et l'école en tant que telle sont des lieux privilégiés. D'abord, on va partir du plus général pour aller ensuite vers le particulier. Des lieux privilégiés d'insertion sociale de l'enfant. C'est là où il sort du cocon familial, où il va commencer à se frotter avec d'autres êtres qui, comme lui, sont le centre du monde. Donc finalement, petit à petit, il va comprendre que comme il y a plein de centres du monde, il y en a plein dans la classe, il n'est plus le centre du monde. Et il va commencer à grandir. D'où l'importance, au minimum pour ça, déjà, de ce côté physique de l'enseignement. Ensuite, lorsque vous sortez l'enfant des familles, vous essayez en tout cas un petit peu d'éliminer et de limiter la question des différences sociales, en tout cas de départ. Alors, on ne va pas être naïf. L'école ne va jamais gommer complètement les différences sociales, ça n'est absolument pas possible. Au minimum parce que soit vous rentrez chez vous et vous avez des parents qui vont discuter un petit peu de théâtre, de cinéma, de culture. Soit vous avez
des parents qui vont vous mettre un smartphone dans les pattes en disant va regarder un petit peu la surf contact, ce qu'ils te disent tes copains, et surtout laisse-moi tranquille. Et derrière, vous aurez ainsi ces différences sociales qui vont se développer. Les différences sociales ne sont pas que des différences économiques. Vous pouvez avoir des familles avec beaucoup d'argent qui sont absolument incapables d'éduquer leurs enfants. Vous pouvez avoir des familles qui ont peu d'argent, mais qui vont s'investir dans l'éducation de l'enfant. Donc, ce lien, on va dire, entre la famille et l'école, c'est ce mélange des deux qui va pouvoir permettre de socialiser l'enfant, de lui donner plus ou moins de chances derrière dans la vie. Soit vous avez l'école qui va complémentariser, qui va donner un plus, soit l'école sera absente. Ensuite, l'enseignement, c'est également, et avant toute chose, une transmission de connaissances. Et ça, on a tendance, franchement, à l'oublier aujourd'hui. Je vous dirai même pas pourquoi, je comprends pas pourquoi les mathématiques ne sont pas enseignées en France systématiquement jusqu'à la fin. Comme je comprends pas pourquoi, par exemple, l'histoire en Russie n'est pas enseignée non plus jusqu'à la fin. Il y a des choses comme ça, des choix, c'est surprenant au niveau de la formation. Pourquoi ? Parce que nous sommes arrivés dans un système de surspécialisation au niveau de l'école, avec des programmes qui sont extrêmement pointus sur certains domaines extrêmement précis, trop, parce que finalement ça, normalement, ils doivent l'apprendre à l'université, et qui s'accompagne parallèlement justement à une espèce d'infantilisation des étudiants quand ils arrivent à l'université au départ. Le tout, on leur donne parallèlement la possibilité d'écrire des articles scientifiques quand ils ne sont même pas fichus d'écrire un diplôme normalement. Et quand ils doivent faire de la recherche, finalement en doctorat, ils sont obligés en gros de resuivre des cours. Donc on va dire qu'il y a une déstructuration totale du processus d'enseignement. Parce que le processus d'enseignement, c'est un tout. Ça commence à la maternelle, ça finit à l'université. Si vous voulez réellement éduquer quelqu'un, le former, les connaissances, il doit y avoir une logique, il doit y avoir un système de transmission de connaissances. Et chaque stade est marqué, chaque stade remplit sa fonction. À la maternelle, on lui apprend quelque chose. Au collège, autre chose. Au lycée, autre chose. À l'université, autre chose. On ne peut pas comme ça mélanger les niveaux et perdre cette logique de l'enseignement. Et finalement, dans ce cas-là, il n'y a plus de systématisation des connaissances. Et on le voit aujourd'hui, vous avez des élèves qui ont des connaissances très pointues sur certains aspects, mais qui finalement, derrière, n'ont aucune vision systémique des choses, ce qui bloque leur capacité de réflexion. Si l'on en revient à la question du français, ici, c'est exactement pareil. C'est que l'on voit une évolution à un certain moment qui doit rester en quelque sorte linéaire. On doit progresser à chaque fois. Et on ne doit pas passer, par exemple, l'équivalent de la 11e classe à remplir les cases ou à faire les exercices en boucle pour préparer Yégué, ce qui finalement se passe depuis le mois de février. Donc, il y a ici un problème au niveau de l'enchaînement et de la logique des connaissances à fournir. Surtout que derrière, la question est de savoir, est-ce que vous allez derrière continuer l'université ? Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un certain niveau. Après, vous aurez autre chose. Vous n'allez pas reprendre en première année de fac avec les connaissances que vous avez déjà eues avant, parce qu'avant, il fallait montrer qu'on était plus fort et mieux que tout le monde, et donc on en donne encore plus, qui ne sont pas forcément intégrés. N'oublions pas aussi que l'élève est capable d'intégrer un certain nombre de choses à un certain âge. Il va pouvoir apprendre par cœur beaucoup de choses s'il a une bonne mémoire. Ça ne veut pas dire qu'il va intégrer ses connaissances. Ce sont des mécanismes complètement différents. Et il y a vraiment un élément sur lequel je veux insister, c'est la catastrophe de l'enseignement à distance. Il y a toujours eu cette tentation d'utiliser la distance, en principe, dans l'enseignement. Ça a commencé avant le Covid.
Et en tout cas, à l'université, on l'a vu largement, dans le sens où, mais à quoi ça vous sert de faire des cours en amphi? De toute façon, faites une vidéo et ça sera pareil. Mais l'avantage, c'est qu'avant le Covid, ça n'était pas normalisé. Il y a eu une rupture psychologique qui a été forcée à ce moment-là, et on a changé complètement la norme de l'enseignement, comme on a changé les normes des conférences. Combien de conférences online ou mixtes avant? Si on disait conférence mixte avant, vous demandez mixte avec qui? Vous ne compreniez pas de quoi il s'agissait. Maintenant, c'est tout à fait normal. Et ce culte numérique est rentré profondément dans les sociétés, dans les esprits. Je voudrais vous donner quelques sondages et ensuite revenir sur certains éléments. Il y a certaines publications, j'ai pris comme ça en fouillant rapidement, qui sont sorties au Maroc, et j'ai retenu des analyses qui ont été faites au Canada et aux États-Unis sur après. Parce que finalement, ça a été une énorme expérimentation, ce qui a été fait en 2020. Personne ne savait soi-disant ce que ça allait donner derrière. Et après, dans la plupart des cas, on a vu quand même une certaine tentative de le faire durer, en tout cas sur certains aspects, surtout sans se poser la question de savoir et on a produit quoi. Donc voyons un petit peu quand même, puisque certaines analyses ont été faites, finalement ce qui a été produit. D'abord, c'est intéressant au Maroc. Les résultats publiés le 29 septembre 2021, suite à l'instance nationale d'évaluation, qui relève du Conseil supérieur de l'éducation, révèle que 36% des enseignants sondés estiment que ce mode d'enseignement a eu un effet négatif sur le processus d'apprentissage. 36%, je trouve que quand même, en général, ils sont assez patients. Qu'est-ce qui s'est passé? Il disait que, en fait, une grande partie des élèves, tout simplement, ont zappé les cours. Et je vous avouerai que moi, j'ai refusé que ma fille passe 6 heures assise bêtement devant un ordinateur. C'était absolument hors de question. Alors, il y a eu un petit conflit avec l'école, mais quand j'aurais proposé qu'ils l'excluent, finalement, ils se sont dit qu'ils allaient laisser tomber. Ensuite, 52% des enseignants ont constaté que la présence de leurs élèves à ces cours était faible, voire très faible. Alors, on ne parle pas non plus des cas où, en fait, formellement, la personne était branchée et concrètement était tranquillement en train de faire dodo à côté. Et cela confirme encore les études qui ont été faites au Québec, enfin à Montréal. Et ça a été fait par l'Université de Montréal, par des chercheurs en neuropsychologie. Ils sont partis déjà, ils ont rappelé déjà simplement que la surexposition aux écrans est connue pour avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale. Or, rappelons qu'à ce moment-là, on a mis les élèves quand même devant des écrans de 6 à 8 heures par jour, parce que de toute façon, après, derrière, il fallait qu'ils fassent des devoirs et qu'ils les envoient, et ça, évidemment, ça se faisait aussi sur écran. Bref, ils passaient leur vie devant les écrans. Le temps passé devant les écrans exacerbe la sédentarité des jeunes. Or, ils étaient déjà extrêmement sédentaires et de moins en moins actifs. Pourquoi? Parce qu'ils passaient de plus en plus de temps sur leur portable, au lieu de le passer à jouer dehors, à faire du vélo, à tomber des arbres, bref, à avoir une enfance, quoi. Cela entraîne un certain nombre de problèmes de santé physique. Maladies cardiovasculaires, augmentation du diabète, augmentation de l'hypertension chez les enfants. Vous imaginez, augmentation de l'hypertension chez les enfants. Et psychologique, altération de l'humeur, augmentation de la sensation de fatigue et de la douleur. Psychologique, chez des enfants. Ainsi, l'exposition prolongée est aussi associée à des manifestations d'inattention et d'hyperactivité, des symptômes dépressifs et anxieux, et à une régression des capacités cognitives. Bref, l'enseignement à distance, c'est un plus à surtout ne pas rater.
Et maintenant, on nous dit, bon, je vous passe tous les détails parce qu'il y a encore plein d'effets secondaires absolument merveilleux. L'on nous dit, on ne pouvait pas savoir. Qui pouvait savoir? Certes, le problème est que il y a eu des études qui ont été menées aux États-Unis à partir de 2015, donc 5 ans avant, qui ont déjà apporté ces rapports-là. Vous aviez eu donc une étude de 2015, non pardon, 2007 même, entre 2007 et 2016, qui a été menée sur 100 000 élèves dans l'État américain de Géorgie, qui conclut que la fréquentation d'une école virtuelle à plein temps entraîne une réduction significative des résultats aux tests d'anglais, de mathématiques, de sciences, et une diminution moyenne de 10% des probabilités d'obtenir un diplôme d'études secondaires. Donc nous sommes déjà quand même plusieurs années avant l'expérimentation. En 2017, une étude a été publiée qui a été faite sur 1,7 million d'élèves inscrits dans des écoles primaires et secondaires de l'État américain de l'Ohio pour comparer le rendement entre ceux qui avaient des cours en présentiel et ceux qui avaient des cours en distanciel. Évidemment, les résultats sont catastrophiques en ce qui concerne l'écriture et les mathématiques pour ceux qui ont des cours en distanciel. Donc, si nous réfléchissons comment nous pouvons, même pour le français, enseigner une langue à distance. On peut donner des exercices, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de l'enseignant. Vous donnez un ouvrage avec des exercices avec la correction derrière, et ça sera pareil. Si il y a un enseignant, c'est qu'il y a un apport supplémentaire. Cet apport doit être physique. Déjà parce que l'être humain a besoin de contact humain. Il n'a pas besoin d'avoir un mur virtuel qui l'enferme pour le protéger, entre guillemets, des autres êtres humains. Il a besoin de cette confrontation. Il a besoin, entre guillemets, de se faire sa carapace. Sinon, il n'y arrivera pas. Il y a besoin de renforcer chez l'enfant cette capacité d'apprentissage. Et ça se passe par un travail individuel. Mais individuel, ça ne veut pas dire un par un dans une classe. Ça veut dire dans une classe avec chaque élève. Donc pour ça, évidemment, et heureusement, les classes de langue ont des petits effectifs. Et ça permet effectivement de travailler réellement. Et là, je vois la différence, par exemple, entre la France et la Russie, où en Russie, vous avez des petits effectifs. Et réellement, il y a un travail qui se fait avec les élèves dessus. Quand vous avez en France, moi, je me souviens, des classes où on était 30. Je crois que quand j'ai fini mes cours de russe, je connaissais l'alphabet à peu près. Ça allait. Le reste, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Donc, il y a derrière tout ce côté de nécessité, quand on parle aujourd'hui, ce qui est très à la mode, de l'enseignement de l'avenir, de ce monde de l'avenir, et qu'est-ce qui sera pour l'avenir. Il n'y a rien d'exceptionnel. L'avenir, il sera comme nous, on va le faire. Si on continue à détruire des générations d'enfants, ça va être une catastrophe, cet avenir. On ne sera pas là pour le voir, heureusement, mais eux, ils y seront. Si on a le courage d'essayer de pas forcément leur faciliter la vie au départ, mais pour leur faciliter la vie plus tard, pour qu'ils aient une vie plus intéressante plus tard, dans ce cas-là, il y a une chance pour qu'effectivement, on arrive à créer cet avenir qui soit quand même autrement plus intéressant. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous en prie, ou des commentaires.